Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. Je voudrais évidemment remercier Tourentech de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir, c'est un grand honneur d'être ici. Donc merci à vous. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Pierre. Je suis médiateur scientifique. Donc médiateur scientifique, c'est un travail passionnant qui consiste en fait à faire le pont entre la science dure en train de se faire dans les labos et puis des publics, souvent le grand public, mais pas forcément, parfois des publics un peu plus spécialisés. Et donc moi, ma passion, que j'ai réussi à transformer en métier, c'est vraiment de transformer, de parler de science et d'en parler à tout type de public, de science en général. Et ma marotte, c'est l'astronomie, l'astrophysique en particulier. Et donc je me suis dit, pourquoi pas allier les deux pour aujourd'hui vous parler un petit peu de l'espace, de la découverte de l'espace, et puis aussi un tout petit peu d'informatique. Alors, je n'ai pas du tout votre niveau, mais j'ai quand même 2-3 petites anecdotes assez croustillantes à vous raconter sur tout ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, si vous voulez bien. On y va ? Allez, c'est parti. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les robots de l'espace, parce qu'effectivement, il n'y a pas que dans les anciens dessins animés qu'on regardait pendant le Club Dorothée qu'on met des robots dans l'espace, on en met des vrais. Alors, ils n'ont pas la même tronche, ils sont en général beaucoup moins beaux, mais ils sont probablement beaucoup plus utiles aussi. Très rapidement, en tant que scientifique, on ne commence pas un truc sans définir les termes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un robot ? Alors, en fait, j'ai été très surpris. En fait, en fonction des disciplines, les définitions peuvent être très, très différentes. Mais en gros, quand je synthétise, dites-moi si vous êtes à peu près d'accord avec ça. Robot, c'est plus ou moins une machine automatisée ou contrôlée à distance qui sert globalement à réaliser des tâches qui sont dangereuses, pénibles ou compliquées, en tout cas qu'un humain ne voudrait pas faire. Voilà. En gros, c'est ça. Et c'est plus ou moins ça qu'on va utiliser pour à la fois faire ça sur Terre, mais aussi faire ça dans l'espace. Le premier, donc techniquement robot, c'est-à-dire la première machine automatisée qu'on a mis dans l'espace, alors vous en avez certainement tous entendu parler, ça remonte un peu, à 1957, c'était le petit satellite russe, enfin soviétique, qui s'appelle Spoutnik. Alors lui, il n'avait pas une tâche très très compliquée, puisque son objectif c'était de faire bip bip, uniquement ça, mais de le faire partout autour du monde pour que tout le monde sache que les soviétiques avaient réussi à placer un engin sur orbite, ce qui à l'époque était une véritable révolution. Et puis très rapidement, donc, les choses ont évolué. D'abord l'orbite basse, puis l'orbite hausse, et puis on a voulu aller de plus en plus loin. Et sur toute cette première partie des années 50, début 60, eh bien, on oublie très souvent que ce n'est pas les Américains, mais c'est les Russes qui étaient systématiquement en avance, qui ont fait toutes les grandes avancées. La première machine dans l'espace, le premier vaisseau spatial, le premier astronaute dans l'espace, le premier engin sur la Lune, la première photo, le premier crash sur la Lune, le premier atterrissage sur la Lune, le premier robot sur la Lune. Et là, j'en viens justement à 1970. Donc là, on est aussi sur un robot de l'espace. Évidemment, c'est pas une véritable photo. Je vous montrerai une vraie photo. Ça, c'était une photo d'époque pour montrer à quoi ça ressemblait. Donc, cette mission, eh bien, elle s'appelle le programme Lunokhod. Lunokhod, en réalité, c'est le nom du robot qui est ici. La plateforme, donc l'atterrisseur qui est là. L'atterrisseur s'appelait Luna 17. Ça faisait déjà quelques itérations qu'on avait fait. Et Lunokhod 1, qui était en fait le premier rover télécommandé depuis la Terre qu'on pouvait faire bouger sur un autre astre, ce qui était, et ce qui est encore aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, quelque chose d'absolument fantastique, qui est révolutionnaire. Est-ce que ça existe encore ? Évidemment oui, puisque je fais partie de ce grand complot qui vise à vous faire croire, 1, que la Terre est ronde, et 2, qu'on est allé sur la Lune. Comment est-ce qu'on le sait ? Parce qu'on dispose encore aujourd'hui de pléthore de satellites d'observation qui ont mappé toute la surface de la Lune. Et donc, on a encore la photo de Luna 17 qui est ici. Ça, c'est une photo qui a été prise par le grand cartographe de la Lune, qui est un satellite américain qui s'appelle LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui a photographié toute la Lune à très haute résolution. Si on grossit un tout petit peu, vous voyez, on voit les deux, je vous avais montré tout à l'heure, les deux rampes sur lesquelles le robot était descendu. Donc on voit ces deux rampes qui sont ici. Et puis on voit surtout les traces que le robot a fait tout autour de l'atterrisseur. Puisque évidemment, sur la Lune, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de vent. Donc du coup, à partir du moment où vous faites une empreinte, cette empreinte, elle reste pour des centaines, des milliers, des millions d'années, puisqu'il n'y a rien qui vient souffler cette poussière. Donc évidemment, ces traces sont toujours intactes
à la surface de la Lune. Ça, c'est une véritable photo, justement, de l'atterrisseur qui a été prise par le rover qui s'est tourné et qui l'a pris en photo. Ce qui est toujours très, très, très émouvant. Et donc, le rover lui-même, donc Lunokhod 1, eh ben, on l'a retrouvé aussi un petit peu plus loin. Alors, en général, quand on veut trouver où sont les rovers, où sont les atterrisseurs lunaires, même américains, des missions Apollo, on attend que sur la Lune, le Soleil soit couchant. Parce que lorsque le Soleil est couchant, eh ben, les ombres s'allongent et donc, du coup, le relief ressort beaucoup plus. Et donc, on peut voir la toute petite lumière réfléchie par la surface métallique du toit. Alors, tout ça, évidemment, était, on le disait tout à l'heure, télécommandé depuis la Terre, mais pas du tout avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la technologie analogique de l'époque qu'on utilisait pour commander ce rover. C'est absolument fantastique, on pourra en parler pendant des heures. On va aller très vite, j'ai énormément de choses à vous raconter, et je pense que j'aurai peut-être pas le temps de tout faire, donc je vais aller le plus vite possible. Ces robots de l'espace donc, ont commencé très tôt dans l'histoire de la conquête spatiale, de l'exploration spatiale, et très rapidement, une fois que la Lune a été atteinte, on a voulu aller un petit peu plus loin sur la planète d'à côté. Et la planète d'à côté, celle qui a alimenté tous les fantasmes depuis environ 250-300 ans, c'est évidemment la planète Mars. Donc je vais vous parler d'une autre mission qui, elle, alors 1975, hein, on est juste 5 ans plus tard, ça va très très vite dans l'histoire de la conquête spatiale. Donc cette mission Viking 1 qui part dans ce cucurbitacé géant qui se trouve ici. Alors cette fois-ci, on passe du côté soviétique au côté américain avec un robot, un vaisseau spatial. Alors, on sait à quoi ressemble le vaisseau spatial d'Albator, mais à quoi ressemble celui des Américains, ça a un peu moins une belle tronche. Ici, en fait, ce vaisseau, il est assez sympa parce qu'il se divise en deux. Là en haut, vous avez vraiment le vaisseau spatial en tant que tel, donc avec les panneaux solaires, avec les paraboles de transmission. Et puis, vous avez cette petite boule en dessous. Alors ça, c'est ce qui contient le robot lui-même qui va avoir comme mission d'aller atterrir à la surface de Mars. Cette mission Viking 1, elle a littéralement révolutionné toute la planétologie. Puisque en arrivant, rien qu'avec les photos prises par l'orbiteur, on va parler de l'orbiteur, puis après de l'atterrisseur, on n'avait aucune photo aussi précise que ça. Et donc, on a découvert plein de choses. On a découvert déjà que Mars, dans le temps, avait été aussi volcanique. Ce que vous avez là, c'est le plus gros volcan de toutes les planètes, de tout le système solaire. Ce volcan, évidemment, il s'appelle le mont Olympe. C'est le plus gros de tous. En dessous, on en a 3 petits, des monts Tharsis. Donc on sait qu'il y a eu, à une certaine époque, il y a eu une géologie très très active sur Mars. Mais comme Mars est une planète qui est plus petite que la Terre, elle s'est refroidie plus vite que la Terre. Si vous vous rappelez de vos vieux cours de thermo, plus c'est petit, plus ça se refroidit vite. Et donc aujourd'hui, Mars, c'est une planète qui est même froide à l'intérieur, qui est figée. Donc il n'y a plus beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, mais on a les rémanents avec ce magnifique volcan. Alors juste pour vous donner une idée de ce qu'on est en train de regarder, là, ce volcan, le mont Olympe, si on le mettait à la place de la France, il recouvrirait à peu près toute la surface de la France, en tout cas métropolitaine. Donc c'est vraiment c'est un monstre, hein, c'est le plus gros. Je vous rappelle que l'Everest fait environ 9 km de haut. Ce volcan-là fait 27 km de haut. Il est immense. Alors, non, il fait 27 km de haut, mais vous pourriez monter jusqu'au sommet en poussant mamie sur sa petite chaise roulante. Ça ne poserait aucun problème parce qu'en fait, il fait 650 km de long, donc 27 km de haut et 600 km de large. Vous avez une pente qui est très, très douce et qui emmène quasiment presque au sommet de l'atmosphère martienne quand on arrive au bout. Donc voilà, la tour Entech serait sur le flanc du mont Olympe, ici. On a découvert plein de trucs géologiques passionnants. On a découvert aussi donc, le plus grand volcan, mais aussi le plus grand canyon du système solaire. Donc avec, pareil, milliers de kilomètres de long, des falaises là sur le bord qui peuvent atteindre 10 kilomètres de haut. Donc juste les falaises font la hauteur de l'Everest. Donc il y a plein de choses passionnantes à aller visiter sur Mars, mais contrairement à ce que dit Musk, ce n'est pas demain qu'on y enverra des humains. Mais ça, c'est un autre sujet. On y reviendra plus tard si vous voulez discuter avec moi là-dessus tout à l'heure. On a découvert d'autres choses rigolotes. On a découvert, par exemple, quelque chose qui, a priori, dans la culture populaire est encore très présente. C'est le fameux et célèbre visage
martiens. Tous ceux qui ont regardé comme moi passionnément X-Files n'ont pas pu louper derrière Mulder dans son bureau la fameuse photo du visage martien, qui est, comme chacun le sait, la preuve irréfutable que les martiens n'ont que ça à faire que de graver leur paysage sur un visage humain. Quand on est repassé plus tard avec des missions avec une meilleure résolution, eh bien, on s'est aperçu évidemment que tout ça, c'était juste un jeu d'ombre et de lumière sur une colline, tout à fait normal. Je vous montre à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Donc, vous voyez, à faible résolution, avec le bon angle solaire, on a peut-être un visage, mais à très haute résolution, ça reste ni plus ni moins qu'une colline. Mais évidemment, l'esprit humain est fait pour repérer des visages partout, dans votre café, dans les prises électriques, dans les sacs à main. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. C'est la tendance naturelle qu'a l'esprit, le cerveau humain, de reconnaître des visages dès qu'il le peut. Il y a plein de trucs passionnants à raconter là-dessus. On pense que c'est peut-être un fossile du temps où c'était vital de reconnaître ses partenaires de tribu dans le. Enfin voilà, il y a plein de choses rigolotes à raconter. Souvent, quand on parle de robots de l'espace, on vous montre une photo du robot, mais le gros problème, c'est qu'on ne vous montre pas l'échelle. Donc très souvent, on a l'impression que ça, c'est des jouets. Je ne sais pas, enfin, vous avez déjà tous entendu au journal de 20 heures, dernière nouvelle du petit robot sur Mars, Perseverance ou Curiosity. Le petit robot, il fait la taille de votre Twingo. Sauf que sur Mars, vous voyez un robot, des cailloux, c'est vrai que ça ressemble à des modèles réduits. Donc, juste pour vous donner une idée de la taille de ce truc, si on prend ne serait-ce que la partie inférieure, celle où est encapsulé le lander dont je vais vous parler maintenant, donc cette partie-là, quand vous l'ouvrez, eh bien, à échelle humaine, ça fait quand même ça. Hein, on n'est pas sur un petit jouet, c'est monstrueux ce qu'on envoie quand même dans l'espace, déjà à l'époque, et encore plus évidemment maintenant. Vous avez peut-être entendu parler du télescope spatial James Webb, qui est le fleuron actuel de l'observation de l'univers. Le James Webb, il fait la surface d'un terrain de tennis. Donc voilà, c'est pas rien. Donc du coup, là-dedans, il y avait le lander. Très rapidement, à un moment, on décide de le détacher. On plonge dans l'atmosphère. Évidemment, on utilise d'abord... Alors, sur Mars, il y a une toute petite atmosphère, mais toute petite. Hein. La pression atmosphérique sur Mars, elle est 200 fois inférieure à la pression terrestre. Donc c'est presque du vide, mais pas tout à fait. Donc on peut d'abord utiliser un bouclier thermique qui va venir frotter et chauffer sur l'atmosphère pour ralentir. Et puis ensuite, on va l'ouvrir, déploiement du parachute, et à la toute fin, séparation du parachute, allumage des rétrofusées et atterrissage. Donc chaque étape est cruciale. Ces étapes-là, on ne peut même pas les commander en direct sur Terre, puisque je vous rappelle qu'on est entre 50 millions et 150 millions en fonction des planètes de kilomètres de la Terre. Donc ça veut dire que les signaux radio mettent environ 12 minutes à arriver là-bas. Donc tout ça doit être fait automatiquement avec la technologie des années 70. Donc autrement dit que sur Terre, on croise des doigts, on croise tout ce qu'on peut croiser, et puis on espère qu'on aura le signal qui arrive, parce qu'on peut littéralement rien faire d'autre. Alors à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Donc là, vous avez le célèbre Carl Sagan qui pose juste à côté pour l'échelle. Donc c'est un véritable laboratoire scientifique qu'on a posé sur Mars et qu'on continue à poser sur Mars. Quelques photos in situ, réelles. Donc là, vous avez quelques sillons qui ont été faits par les petites pelles qui essayaient déjà à l'époque, puisque c'était et ça a toujours été l'objectif, d'essayer de détecter soit des signes de vie extraterrestre sur Mars. Personne ne s'attendait à avoir des martiens avec 3 tentacules tout verts, mais en tout cas des signes de vie, on aurait été content. Il se trouve que la technologie de l'époque aurait de toute façon pas permis d'en détecter, même s'il y en avait eu des signes suffisamment pertinents, mais on avait les premiers essais, en tout cas à l'époque, des instruments très intéressants qui ont fonctionné pour la plupart. Mais ce qui, moi, va m'intéresser, ce n'est pas toute la science qu'on a gagnée. Je vous laisserai taper Viking 1 sur Wikipédia et vous verrez tout ce qu'on a fait avec ça. Moi, je voudrais surtout vous parler de la fin de cette mission. Cette mission, elle a duré quand même assez longtemps, jusqu'en 82. Et en 82, la mission s'est terminée. Et le plus intéressant pour nous, c'est comment elle s'est terminée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, vous avez toujours la maquette de l'atterrisseur. Ce qui se passait, c'est que depuis un moment, on commençait à avoir de plus en plus de problèmes avec les batteries qui alimentaient tous les instruments de l'atterrisseur.
Du coup, évidemment, on ne peut pas envoyer quelqu'un sur place, envoyer Carglass pour changer les batteries. Donc, on s'est dit, on va optimiser la gestion de l'énergie, d'autant plus que ça faisait 10 ans qu'on y était, donc on avait des nouveaux programmes, on avait réfléchi encore à des choses. Il y a des maquettes qu'on garde sur Terre qui sont identiques, donc on peut tester les programmes sur les maquettes. Et on s'est dit, on va changer le programme de gestion d'énergie et de gestion des batteries sur Viking, et donc on va mettre à jour ce programme. Donc on fait le programme, on teste sur les maquettes, ça fonctionne, tout va bien. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on fait? On push. Le problème, c'est qu'une fois là-bas, eh bien, les données qu'on a envoyées ont écrasé les données qui sont utilisées pour le pointage de l'antenne vers la Terre. Et ça a été le dernier message qu'on a envoyé et le dernier message qu'on a reçu. Ce qui est quand même, on est d'accord, ultra frustrant, puisqu'on avait une machine qui fonctionnait encore. Et donc, faites attention avec vos pushs. De l'autre côté, vous ne savez pas ce qui se passe. De l'autre côté, vérifiez toujours 1000 fois, parce que même quand on a vérifié 1000 fois, il peut arriver des catastrophes comme celle-ci. Très, très dangereux. Voilà. Merci à ma compagne qui m'a appris ce que signifiait push, parce que ça me permet de faire des blagues. Donc, une autre petite anecdote informatique sur Mars. C'est une autre mission qui est arrivée un peu plus tard, un très très bel engin, une mission qui s'appelle Mars Climate Orbiter, donc qui est partie en fin 98 et qui a duré jusqu'en 99, ce qui est en général assez rare, qu'une mission ne dure qu'1 an ou moins. Donc une très très belle mission qui avait donc comme objectif d'étudier principalement le climat martien, l'atmosphère, la présence de certains gaz un peu particuliers qu'on commençait à détecter là-bas, la présence de nuages aussi, mais ce n'est pas des nuages qui sont comme nous. L'atmosphère, elle est faite de dioxyde de carbone pur, donc c'est vraiment quelque chose de très différent. Donc on a plein de choses très intéressantes à étudier. Voilà. Du coup, juste pour vous donner un petit peu une idée de la technologie de l'époque, ordinateur de bord, donc un processeur IBM cadencé à 10 MHz. Voilà, donc ça c'est l'ordinateur de bord de la sonde. En termes de mémoire, on a 128 mégas de mémoire vive et 18 mégas de mémoire flash pour commander ce qui est déjà à l'époque un laboratoire entier. C'est-à-dire ce qu'il y a là-dedans, c'est un étage entier de laboratoire scientifique condensé là-dessus. Et tout ça, toutes ces données sont imprimées dans 128 mégas de mémoire. Bon. Le problème n'a pas été la mémoire. Cette sonde, son problème, c'est qu'elle était très très grosse. Et que, en général, quand le poids principal d'une sonde, ce n'est pas forcément la partie scientifique, c'est le carburant que vous mettez dedans parce qu'il faut faire des manœuvres. Et quand vous arrivez sur Mars, eh bien, ce qu'il faut pour quitter la trajectoire qui vous ferait sinon passer sur Mars, eh bien, vous freinez, vous arrivez près de Mars, vous freinez un coup et vous vous mettez en orbite. Et en général, l'orbite est très elliptique, ce n'est pas ce qu'on veut. Là, on voulait une orbite qui était bien ronde. Et donc, après, la technique, c'est qu'à chaque fois que vous repassez ici, vous mettez un petit coup de frein, vous avez une orbite plus basse, vous mettez un petit coup de frein, vous avez une orbite plus basse, donc il faut freiner toujours au même endroit, et votre orbite va petit à petit se circulariser. Donc ça, c'est de la mécanique spatiale, sauf qu'on n'avait pas assez de place, pas assez de masse pour mettre tout le carburant nécessaire pour faire tous ces freinages. Du coup, on s'est dit, on va tenter un truc de foufou, on va faire du freinage gratuit. Et comment on freine gratuitement? Eh bien, en plongeant dans l'atmosphère, évidemment. Ce qui est complètement dingue, parce qu'évidemment, si vous plongez pas assez dans l'atmosphère, vous freinez pas assez, et donc vous restez sur une mauvaise orbite. Si vous freinez trop dans l'atmosphère, eh ben là, vous jouez à toutes les étoiles filantes qu'on voit en été vers le 12 août, c'est-à-dire que vous détruisez littéralement votre sonde. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fin. On avait une marge de manœuvre qui était très très faible. Donc cette technique d'aérobraking, d'aérofreinage, c'est quelque chose d'assez bourrin, de très efficace, mais alors il faut être hyper précis. Et donc, on avait tout un planning, on savait exactement quand est-ce qu'on allait freiner nos orbites, à quel moment est-ce que ça allait passer, tout ça. Le souci, puisqu'évidemment, il y a eu un souci. Le souci, c'est que, évidemment, quand vous construisez une sonde, ce n'est pas la même personne qui construit. Vous avez ceux qui construisent les moteurs, ceux qui font l'ordinateur de bord, ceux qui font les antennes, etc. Et puis après, il faut tout rassembler. Et vous avez des contracteurs privés à qui vous sous-traitez certaines tâches, et puis le contracteur public, qui là est la NASA, qui elle va récupérer tout ça et tout assembler. Donc, vous avez d'un côté, donc, pour faire le freinage, il faut pousser, donc il faut activer des moteurs. Donc vous avez Lockheed Martin, qui est l'opérateur privé,
qui s'occupe du logiciel qui communique la poussée des micropropulseurs pour faire les freinages. Et ce logiciel-là, fait par Lockheed Martin, envoie ces données à un logiciel interne qui reçoit les données et qui calcule les corrections de trajectoire. Ce logiciel-là, il est fait par le Jet Propulsion Laboratory, c'est-à-dire la NASA, c'est-à-dire le contracteur public. Le seul petit souci qu'il y a eu, c'est que la poussée des propulseurs était mesurée par Lockheed Martin en unité américaine, c'est-à-dire en livres. Alors, la honte, là, je suis d'accord. Alors que la NASA utilise les unités internationales, et donc, elle veut des unités en newton. Et quand vous balancez des chiffres en livres dans un logiciel qui attend les unités en newton, et bien, résultat, au lieu de passer à 226 km d'altitude, vous passez à 57 km d'altitude, et votre sonde que vous avez mis 20 ans à construire et qui a coûté des millions de dollars, eh bien, fait une jolie pluie d'étoiles filantes pour les Martiens qui peuvent prendre des jolies photos de ce qui se passe dans le ciel, parce que vous perdez votre sonde spatiale comme ça. Alors évidemment, ça, ce n'est pas une vraie photo, puisqu'il n'y a pas de vrais Martiens, je le rappelle, qui ont pris des photos ici. Mais c'est aussi à ça que ça ressemble lorsque les Starlink de Musk finissent au bout de 2-3 ans par terminer leur course et retombent dans l'atmosphère et font ce genre de truc. Il y en a un, il n'y a pas très longtemps, qui est passé au-dessus des États-Unis. Et ça va arriver de plus en plus, puisqu'on va avoir des milliers de satellites qui sont prévus pour être mis en orbite autour de la Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est terrestre. Très rapidement, je continue avec mes histoires martiennes, on a bientôt fini. À chaque fois qu'on envoie une mission, on essaie de faire des nouveautés. Là, récemment, un truc super qu'on a fait. Alors ça, c'est le robot Persévérance. Pareil, hein, on dirait un petit robot, mais en fait, c'est très gros. Mais ce robot Persévérance, il a apporté sur Mars un autre robot tout nouveau. C'est le petit machin qui est derrière, là-bas. Et ça, c'est le premier hélicoptère, donc le premier robot volant sur une autre planète. Donc évidemment, quand vous avez une planète où l'atmosphère est tellement faible qu'on est presque dans le vide, vous avez intérêt que vos pales elles tournent vite si vous voulez vous soulever. Donc c'est une technologie qui a été évidemment testée. Alors le petit robot, il n'est pas si petit que ça, hein. Les pales font 1 mètre. Elles tournent à une vitesse complètement dingue. Est-ce que ça a marché? Oui, ça a marché. Alors c'est vraiment un proof of concept. Donc là-dedans, il n'y avait pas de science. On voulait juste vérifier que ça marchait, puisque personne ne l'avait jamais fait. Donc on sait maintenant que ça marche. Ça, c'est Persévérance qui regarde de loin le robot décoller. Et à l'intérieur du robot hélicoptère, il y a juste une petite caméra qui lui permet aussi en fait, de regarder le sol. Et donc il y a un petit logiciel de bord et de reconnaissance de surface qui lui permet de savoir où il est pour se poser. Donc on teste, hein, on peut le mettre à jour de manière logicielle. Mais par contre, dedans, voilà, c'est ça qu'on a beaucoup testé. Initialement, l'objectif primaire, on considérait que la mission était réussie s'il réussissait à faire 5 vols, donc des vols de une dizaine de secondes, et on avait environ 1 mois pour faire ça. Le robot était tellement bien construit, et ça s'est tellement bien passé, qu'au final, on a fait 72 vols pendant 3 ans, donc très 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 bons résultats scientifiques, jusqu'à janvier 2024. Et en janvier 2024, eh bien, il y a eu un atterrissage un petit peu plus brusque que prévu sur le sommet de cette dune. Et donc, les pales ont touché le bord de la dune. Et vous voyez l'ombre de la pale qui est ici, qui vient de péter. Donc voilà, ça fait 1 an maintenant qu'on a dû dire au revoir. Mais merci aussi à ce petit robot parce qu'il nous a apporté plein d'informations super utiles. Je continue. Est-ce que je suis bon? Ouais, je suis bon. Les robots dans l'espace, on les teste un peu partout, sur d'autres planètes, dans le vide spatial, mais aussi dans des environnements humains dans l'espace, comme cette fameuse station spatiale internationale que vous avez ici, donc, qui arrive aussi un peu à la fin de sa vie. Hein. Elle a commencé à être placée en orbite en 99-2000, donc elle a 25 ans cette station. Du matériel qui résiste aux conditions extrêmes de l'espace pendant 25 ans. Je vous rappelle que ça fait à peu près la surface d'un stade de football, enfin d'un terrain de football. Donc c'est absolument gigantesque. Évidemment, toute cette partie-là n'est pas entièrement habitable. En fait, cette grande partie horizontale, qui est une grande poutre en fait, métallique, sur laquelle on met plein d'expériences scientifiques, mais surtout sur laquelle on met les panneaux solaires, tout ça, c'est dans l'espace. La seule partie qui est habitable, c'est la partie perpendiculaire qui est là, c'est les gros tubes. Donc ça, ce sont justement ces fameux caissons dans lesquels se trouvent Thomas Pesquet ou les autres astronautes et où on fait plein d'expériences intéressantes. Ici, d'ailleurs, on peut remarquer la présence de 2 Soyouz, donc des vaisseaux russes,
des vaisseaux cargo qui emmènent soit les astronautes, soit des vivres, de l'air, de nouvelles expériences scientifiques. Aujourd'hui, on a les Soyouz russes, et puis on a un vaisseau américain aussi, et puis il y a un vaisseau cargo européen qu'on utilise pour monter et descendre là-bas, en fonction aussi des tensions géopolitiques qui peuvent ou non s'allumer et s'éteindre. Donc c'est toujours plus ou moins difficile, mais on essaye quand même tous de faire de la science même quand au niveau politique c'est tendu. Au niveau scientifique, la science elle est mondiale, donc les scientifiques essayent encore toujours de collaborer ensemble pour faire pas mal de choses. Cette station spatiale, je voulais juste vous dire que, évidemment, vous ne la verrez jamais comme ça. J'aimerais, mais on ne peut pas. Par contre, ces stations spatiales, elles passent dans le ciel régulièrement. Elles passent régulièrement au-dessus de la France métropolitaine ou de n'importe quel autre, ou de beaucoup d'endroits dans le monde. Et donc, juste si ça vous intéresse, et s'il fait beau, je suis allé voir le prochain joli passage de l'ISS. Donc, pour ceux qui sont un peu du matin, si vous regardez le ciel le 15 février, donc le 15 février, c'est dans pas très longtemps, et que vous regardez le ciel entre 7h24 et 7h30, donc ça dure 5 minutes, vous verrez un gros point lumineux passer dans le ciel. Donc en général, l'ISS, on la voit dans deux circonstances. C'est soit juste après le coucher du soleil le soir, soit juste avant le coucher du soleil le matin, puisqu'il faut qu'il fasse nuit sur Terre, mais que l'ISS soit déjà ou encore éclairé par le soleil. Donc c'est toujours ces deux moments-là. Et donc là, le 15, ce sera le matin. Donc n'hésitez pas, vous verrez l'ISS éclairé par le soleil, donc ce gros point lumineux passer très vite dans le ciel en quelques minutes. Et vous direz qu'il y a des gens qui sont là-dedans. C'est quand même assez fou de pouvoir se dire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui sont là-dedans ? Ils font plein d'expériences, et entre autres des expériences de robotique, comme celle-ci, par exemple. Donc, dans ce genre d'expérience, en fait, on développe des robots avec des intelligences artificielles de bord, des robots qui, eux, sont équipés pour pouvoir aider, à terme, les astronautes dans leur travail. Alors, ce qui est vous voyez, par exemple, celui-ci est en train de reconnaître, simplement par reconnaissance visuelle, il n'y a pas de lidar, il reconstitue l'environnement 3D qui est autour de lui, puis après, on peut leur donner des objectifs. Alors là, par exemple, on lui avait dit, il y a un problème, vas-y, trouve-le tout seul. Donc, le robot, il cherche le problème qu'il y a dans l'ISS, avec tous les fils, les câbles, etc. Et finalement, donc, il a réussi à trouver, c'était une fausse chaussette qui avait été placée devant un conduit de ventilation, ce qui peut être problématique. Donc, on peut, pendant qu'on fait le travail, on pourra demander aux futurs robots de l'ISS soit de faire des réparations à l'extérieur et donc d'éviter à un astronaute de faire une sortie extravéhiculaire qui est toujours extrêmement dangereuse, extrêmement longue et extrêmement difficile à planifier. Ça pourra peut-être éventuellement fait aussi par des robots dans l'espace. Des robots, donc ça ressemble à des cubes dans l'ISS. Il y en a un qu'on connaît depuis très longtemps, c'est cette espèce de grand bras là. Ça, c'est ce qu'on appelle le Canadarm. C'est la ISS, Station Spatiale Internationale. Donc il y a tous les pays qui s'y mettent, ou en tout cas beaucoup de pays dans le monde qui s'y mettent. La contribution du Canada à l'ISS, c'est ce fameux bras robotisé, qui est un bras gigantesque d'une quinzaine de mètres de long, qu'on commande depuis l'intérieur. Et qui permet soit justement d'amener les astronautes tranquillement jusqu'à la zone de l'ISS où ils doivent remplacer des batteries ou faire ce qu'ils ont à faire, soit on s'en sert aussi, et ça c'est très important, quand on a des vaisseaux cargo qui arrivent. Donc des vaisseaux cargo, c'est des vaisseaux dans lesquels il n'y a pas d'équipage. Donc déjà les vaisseaux en eux-mêmes, c'est des robots, puisqu'ils sont complètement automatisés. Et quand ils arrivent près de l'ISS, on ne les autorise pas à faire l'accrochage jusqu'au bout, parce que si jamais il y a un problème au dernier moment et qu'un moteur s'allume, ça peut être catastrophique. Donc on leur demande de s'arrêter à une dizaine de mètres de la station, et c'est le bras robotisé qui va le chercher et qui va l'amener doucement jusqu'au port d'amarrage pour se mettre dessus. Donc vous voyez que quand on parle de robots, on a toujours des idées en tête de ce à quoi ça peut ressembler, mais en fait dans l'espace, ça peut avoir des formes qui sont toutes très très différentes les unes des autres. Récemment, récemment en 2008, ce bras a été équipé de sa main robotisée, avec plein de doigts qui permettent là encore de faire toujours plein de trucs. Donc voilà, ce que je voulais aussi dire, c'est que un robot est rarement humanoïde dans ce genre de domaine, sauf quand vous avez les fameux robots développés par la DARPA qui font des sauts périlleux à gauche à droite. Ça existe, mais dans le domaine spatial, assez peu. Il y en a un qui avait été développé à un moment, qui s'appelle Robonaut 2,
L'objectif, c'était de voir justement dans quelle mesure un robot humanoïde pouvait aider les astronautes. Donc le haut était humanoïde, avec des caméras à l'intérieur, avec des vrais bras. Le bas est un petit peu moins humanoïde. Donc c'est une source de rêve ou de cauchemar en fonction de ce que vous imaginez. Mais en tout cas, des tests de robots humanoïdes ont déjà été faits, qui sont plus ou moins concluants. En gros, la conclusion, c'est que c'est pas plus utile que ça d'avoir un robot qui ressemble à un humain. Sur Terre, c'est important parce qu'il y a aussi un problème d'acceptabilité sociale. Quand un robot vient vous aider, s'il ressemble au boss de fin de Diablo 2, évidemment, ça va être problématique. Mais quand on est dans l'espace, qui ressemble ou pas à un humain, on s'en fiche un peu. Les Russes, d'ailleurs, avaient essayé aussi d'envoyer un robot dans l'espace. Par contre, lui, c'est un robot qui n'était pas adapté parce qu'il avait été construit sur Terre pour des activités terrestres, genre remplacer la police. Et on l'a testé dans l'espace et on n'a pas eu beaucoup de résultats, donc c'est que ça n'a pas dû forcément bien marcher. J'ai bientôt fini. Il me reste 10 minutes. Je suis pas mal. J'ai ma ceinture qui vient de lâcher. C'est une catastrophe. Mon pantalon est en train de tomber. Le futur, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le futur, évidemment, on va continuer à explorer le système solaire qui est autour de nous, à observer notre Terre. On l'observe de plus en plus, évidemment. Si on arrive à savoir de mieux en mieux ce qui se passe sur Terre, si on arrive à de mieux en mieux connaître les causes et les conséquences de ce fameux réchauffement climatique duquel il faut qu'on se préoccupe de plus en plus, si les scientifiques ont tiré l'alarme dans les années 70 sans que personne les écoute, et si maintenant on est bien forcé de le faire, c'est aussi parce qu'on peut envoyer dans l'espace toute une flotte de satellites scientifiques qui permettent d'étudier, de mesurer la quantité de CO2 dans l'air, d'observer l'évolution des forêts, de la cryosphère. Et donc tout ça, évidemment, ça va continuer. Il y a un projet un peu futuriste qui est actuellement en cours, en tout cas qui l'était jusqu'à l'élection présidentielle américaine il n'y a pas longtemps. C'est un projet qui s'appelle Artemis, donc un projet de retour humain sur la Lune. Ce projet, il est encore toujours en cours, bien que ce soit extrêmement flou depuis cette présidence. Il y a beaucoup d'annonces qui sont faites un peu dans tous les sens et finalement on ne sait plus trop ce que ce programme qui était bien parti va devenir. Donc il y a des vraies interrogations là-dessus. L'objectif, c'est quoi pour renvoyer de nouveau des humains sur la Lune? Alors déjà, l'objectif, c'est de les envoyer à un endroit où ça peut être vraiment intéressant de les envoyer. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup envoyé les humains sur la partie équatoriale de la Lune, donc une partie qui est très sèche, où il fait 125 degrés le jour. Pendant 2 semaines, il fait jour. Et puis pendant 2 semaines, il fait nuit. Donc là, ça descend à moins 100, moins 110 degrés. C'est pour ça d'ailleurs que les astronautes des missions Apollo, quand vous voyez des photos, vous remarquez toujours que sur les photos des missions Apollo, là encore, les ombres sont très allongées. C'est parce qu'on les a toujours envoyées sur ce qu'on appelle le terminateur, donc rien à voir avec le film du même nom. Le terminateur, c'est la limite entre le jour et la nuit, puisque c'est là où il fait ni trop chaud, ni trop froid. Donc on les envoyait toujours au petit matin, quand le sol était ni brûlant, ni glacé. Voilà. Donc là, l'objectif maintenant, c'est plutôt de les envoyer vers le pôle sud de la Lune, parce qu'on y a découvert de la glace. Et cette glace d'eau, elle est très intéressante pour plein de trucs. Déjà pour les astronautes, parce que vous hydrolysez la glace et vous avez de l'hydrogène et de l'oxygène. L'oxygène, vous pouvez le respirer. L'hydrogène et l'oxygène, c'est le carburant de la fusée Ariane, donc ça peut faire du carburant. Donc l'eau, c'est vraiment une ressource qui est vitale. Et l'objectif, c'est de comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est là, et puis d'en profiter pour explorer un peu la Lune sur une zone qu'on n'a pas beaucoup explorée jusqu'à maintenant. Et au lieu d'aller directement de la Terre à la Lune, l'idée, c'est justement parce que la Station spatiale internationale vieillit, eh ben de progressivement la remplacer par une station spatiale internationale lunaire, donc qui s'appelle Gateway. Il y a déjà un certain nombre de modules qui ont été construits. Là encore, il y a toujours des collaborations entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale américaine. Donc les Européens ont déjà construit certains des modules de la future station Gateway. Et l'objectif, c'est d'y aller en 2 temps, c'est-à-dire de faire un premier voyage Terre-station spatiale. Et une fois qu'on s'est posé, qu'on a pris le café, qu'on a fait le bilan, on a juste à faire aller-retour Lune-station spatiale, ce qui est beaucoup plus sûr. Donc ça, c'est le projet. Et l'objectif à la surface de la Lune, c'est progressivement de développer une présence prolongée, voire permanente, à la surface de la Lune. Et pour ça, il faut construire des stations. Donc ça, c'était un projet européen qui s'appelle le Moon Village. L'objectif, c'était d'abord d'y mettre des bouts de stations gonflables, donc qui peuvent se gonfler automatiquement sans que personne n'y vienne. Et par contre, le problème, c'est qu'il faut protéger les astronautes qui sont dedans.
des contraintes de température, des rayonnements cosmiques, des radiations, des chutes de météorites qui ne sont pas arrêtées, il n'y a pas d'atmosphère. Donc l'idée, c'était de mettre du béton autour de ces structures gonflables. Le béton, vous ne l'emmenez pas, vous le trouvez sur place. C'est le régolithe, c'est le sable lunaire qu'on a à la surface de la Lune. Et donc l'idée, là encore, c'était de développer des robots qui puissent récolter le régolithe, le mélanger à un peu de colle et en faire cette espèce de béton qui progressivement pourrait recouvrir cette base permanente humaine. Donc il y a des projets qui sont faits là-dessus, avec des tests qu'on fait sur Terre. Alors sur Terre, quand on veut tester les environnements lunaires, une des solutions, c'est d'aller par exemple sur des flancs de volcans, parce que c'est là où on a des poussières, où c'est très sombre, des poussières très abrasives comme sur la Lune. Donc on peut tester au moins certaines des conditions lunaires. Donc il y a plein de projets qui sont en train de faire là-dedans. Voilà, j'en ai fini avec les robots, il me reste 5 minutes. Normalement, je m'arrête là. Je vous dis merci, bonjour, et je m'en vais, on passe au suivant. Mais je voulais vous raconter une dernière histoire d'informatique et d'espace, si vous voulez bien, et puis on aura terminé pour aujourd'hui. Cette dernière histoire, c'est celle d'une des missions spatiales les plus extraordinaires qu'on ait fait. Alors après, normalement, si vous me donnez le nom d'une mission spatiale, je vous dirais que c'est l'une des plus extraordinaires qui a été faite, quoi qu'il en soit. Je suis absolument pas objectif par rapport à ça. Cette mission, je suis revenu en arrière. Cette mission, c'est la mission Voyager. Normalement, tout le monde en a entendu parler. Il y en a peut-être même certains qui l'ont vue ou entendue quand elle est partie. J'en vois dans l'assistance. Cette mission spatiale, elle est partie quand je suis né, puisque moi je suis de 77, donc elle est partie le 5 septembre 77. Et pourquoi est-ce qu'elle est intéressante? Parce qu'il s'agit de l'objet humain le plus lointain qu'on ait envoyé dans l'univers. Alors quand on dit cette phrase, c'est très pompeux, parce qu'on dit le plus lointain qu'on ait envoyé dans l'univers, mais on a à peine quitté. Donc on n'est pas du tout capable d'aller sur les étoiles d'à côté, qui sont à quelques années-lumière, encore moins quitter la galaxie, encore moins. Donc en fait, à l'échelle de l'univers, on n'a rien fait. Mais à l'échelle humaine, ces deux sondes sont actuellement en dehors du système solaire, et donc sont déjà dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire, le vide entre les étoiles. Et donc on continue à avoir des données sur cette zone sur laquelle il faut aller pour avoir des données. On ne peut pas observer le vide et savoir ce qui s'y passe. Donc c'est absolument passionnant. Il y a 2 missions qui ont été envoyées en 77, Voyager 1 et Voyager 2, avec des plans de vol très différents. Voyager 2, dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, elle est partie en premier, elle est passée à côté de Jupiter, elle s'est servie de Jupiter pour accélérer vers Saturne, elle s'est servie de Saturne pour accélérer vers Uranus, elle s'est servie d'Uranus pour aller vers Neptune, et elle s'est servie de Neptune pour faire un demi-tour, pour freiner, et partir donc dans le plan du système solaire et s'éloigner progressivement en ayant la chance d'avoir survolé toutes les planètes extérieures, ce qui a permis aux scientifiques d'avoir des données fantastiques. Et puis Voyager 1, dont je vais parler, elle avait un plan de vol différent, elle est partie un tout petit peu après, ce qui fait qu'on a pu se servir de la mécanique céleste pour, une fois arrivé sur Saturne, au lieu de continuer dans le plan du système solaire, on est parti carrément perpendiculairement, enfin pas perpendiculairement, mais au-dessus du système solaire, et donc on part dans une direction complètement opposée. Et maintenant, je vais vous parler de ces merveilles de technologie qui ont été construites en 77. Enfin, lancées en 77, donc construites dans la décennie qui précédait. Donc, elle a été construite dans les années 60. Elle fonctionne toujours, ces 2 sondes. Et je vous donne maintenant quelques petites specs techniques. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déjà, il n'y a pas de système d'exploitation. Il n'y a pas d'ordinateur au sens moderne du terme. Il n'y a pas de RAM. Même ce qu'on appelle microprocesseur, on pourrait discuter sur ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. En réalité, donc dedans, il y a un processeur 16 bits qui est une technologie CMOS qu'on n'utilise plus beaucoup non plus. Voilà, donc un petit processeur. En termes de mémoire, on a 76 kilooctets de mémoire. 76 kilooctets de mémoire. C'est-à-dire un thumbnail d'une photo de votre téléphone portable. Et on a fait toute cette science depuis 70 avec ça. Et en plus, cette mémoire, c'est évidemment pas de la mémoire silicium. C'est des petits circuits, des petites boucles de fil en cuivre qui sont magnétisés ou pas et qui font des bits.
des bits permanents, d'accord. D'ailleurs, si on éteint tout, les bits restent. Et donc, c'est une technologie qui est antédiluvienne, mais qui est extrêmement robuste. On a globalement 3 ordinateurs, donc 3 systèmes différents, à double redondance, évidemment, parce que s'il y a un plante, il faut pas qu'on puisse tout perdre. Donc, les redondances, c'est vital. Dans toutes les sondes, on met de la redondance partout. Vous avez un maître qui commande 2 autres, un qui s'occupe du positionnement de la sonde dans l'espace et un qui s'occupe des données scientifiques qui sont stockées et envoyées dans cette minuscule mémoire. Voilà. Le langage, tout a été codé en Fortran 5, qui a plus tard été évidemment mis à jour sur du Fortran 77. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les équipes techniques et scientifiques qui suivent encore la mission, puisqu'elles sont en cours, eh ben, on continue à enseigner aux newbies qui arrivent dans la section le Fortran 5. Parce qu'il y a certaines portions de code qui sont encore codées comme ça. Et je vais vous raconter, et je termine avec ça, il me reste 1 minute, sur ce qui est arrivé, vous en avez peut-être entendu parler, il y a 1 an ou 2. En mai 2022, on s'aperçoit d'un seul coup que la sonde Voyager 1 envoie des données totalement corrompues. C'est-à-dire elle envoie des bits random, mais il n'y a plus rien de compréhensible. La sonde est à plusieurs dizaines de milliards de kilomètres, et il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Du coup, on cherche, et en août 2022, on finit donc par basculer sur l'ordinateur de backup dont je vous parlais tout à l'heure. Et en novembre 2023, on finit donc par récupérer de nouveau ces données lisibles et à les avoir. Il a fallu 2 ans pour qu'on arrive à récupérer ce problème qui s'est passé à l'autre bout du système solaire. Sauf que, novembre 2023, patatras, de nouveau, toutes les données deviennent complètement illisibles. Alors pourquoi ? L'hypothèse la plus probable, puisque personne n'a envoyé quelqu'un là-bas, l'hypothèse la plus probable, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, ces 2 sondes, en fait, elles ont quitté le système solaire. Ça veut dire quoi, quitter le système solaire ? Là encore, en fonction des disciplines scientifiques, on dira oui ou on dira non. Pour les gens qui s'occupent de... Est-ce que ces sondes sont toujours sous l'attraction gravitationnelle du Soleil ? Est-ce qu'on sent le Soleil ? La réponse est oui. Donc, de ce point de vue-là, non, on ne l'a pas quitté. Par contre, est-ce qu'on a dépassé les planètes ? Oui. Donc, de ce point de vue-là, on l'a quitté. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est l'influence du Soleil. Vous savez, le Soleil, il a un champ magnétique. Et puis, il envoie ce qu'on appelle du vent solaire, des petites particules comme ça. Et ces petites particules, à un moment, elles se heurtent à toutes les particules qui sont dans le reste de l'univers. Donc, ça fait une espèce de bulle magnétique. Et en gros, on considère que dedans, on est dans le système solaire. Et en dehors, on est sous l'influence des rayonnements issus des autres étoiles plus que de celui du Soleil. Donc, on est en dehors. Et on a quitté cette bulle. Cette bulle magnétique-là, elle nous protège. Elle nous protège parce qu'il y a un paquet de particules qu'on appelle des rayons cosmiques qui viennent vers le système solaire, qui nous arrose, et une partie de ces particules sont déviées par le champ magnétique du Soleil, donc il va servir de bouclier magnétique. Le problème, c'est que les sondes, elles ont quitté ce bouclier, donc elles sont arrosées par des particules à haute énergie qui viennent percuter toute l'électronique du truc en permanence. Et donc on pense que c'est probablement un noyau d'atomes, un seul, qui serait venu taper le mauvais endroit de la mauvaise mémoire et qui aurait provoqué ces dégâts. Voilà. Du coup, il a fallu supprimer une partie de la mémoire qui n'était même plus utilisable et sur le reste de ces quelques kilooctets, redistribuer le code pour pouvoir avoir de nouveau quelque chose qui a fini. En avril 2024, on a 2 instruments qui fonctionnaient de nouveau et en juin 2024, les 4 instruments qui restent, parce qu'il y en a plein qui ont dû être éteints parce qu'on n'a plus beaucoup d'énergie, fonctionnaient là encore de nouveau. Au final, et j'en ai terminé pour aujourd'hui, si je résume, on travaille avec une sonde spatiale qui a bientôt un demi-siècle. Cette sonde spatiale se trouve à 24 milliards de kilomètres de la Terre. La puissance radio, parce qu'elle nous envoie sous signaux radio, cette puissance est de 10 puissance moins 19 watts. 0,1901 watts. Voilà, ça c'est ce qu'on essaye de faire. Le débit, on est à un débit de 20 octets par seconde. Et pour terminer, parce que c'est mon dernier slide, là, un record qu'aucun de vous n'atteindra jamais, quoi que vous fassiez. Nous travaillons sur un système informatique avec un ping
de 45 heures, le temps que le signal radio arrive là-bas et revienne chez nous. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.